Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch. Aujourd'hui, on va attaquer le 4e module de la formation AZ700. On va parler de load balancer non HTTPS. C'est-à-dire que c'est des load balancers qui fonctionnent sur autre chose que la couche 7, qui est la couche qui permet de gérer les protocoles HTTP et HTTPS. Nous, on va parler d'un load balancer en particulier qui s'appelle l'Azure Load Balancer qui fonctionne sur la couche 4. Et on parlera d'un autre load balancer qui, lui, est aussi global, c'est-à-dire qu'il est multi-région, qui fonctionne sur le protocole DNS. On parlera, je vous le donne dans le mille, de Traffic Manager. Donc aujourd'hui, quels sont les différents sujets qu'on va aborder? Concrètement, on va commencer par l'Azure Load Balancer. Ensuite, on va continuer sur Traffic Manager. On verra qu'il y a différentes méthodes de routage dans ce load balancer-là et qui vous permet de baser le routage sur la priorité, sur le poids, sur les performances, etc. La latence réseau, ou même la géographie d'utilisateur. Et puis on terminera par une petite slide d'arbre de décision qui va vous permettre, en fonction de la topologie de votre applicatif, est-ce que mon applicatif il va être public, privé, est-ce qu'il va être hébergé on-premise? S'il est hébergé dans Azure, est-ce qu'il est multi-région? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un WAF, pas de WAF, etc. Bref, on va se poser plein de questions dans l'arbre de décision pour choisir le bon load balancer qui vous va bien. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est d'attaquer directement, pour le coup, par la tablette. Et on va parler de l'utilité, la base de la base d'un load balancer. Donc, à gauche, vous voyez qu'on a un utilisateur. Et cet utilisateur-là, il veut accéder à un site web qui va s'appeler contoso.com. Et donc, il va taper www.contoso.com. Ces serveurs DNS référents vont convertir le nom de domaine en adresse IP et on va lui fournir via la couche DNS l'IP public du serveur qui héberge contoso.com. Le truc, c'est que si ce serveur tombe, unique, il n'y a plus de site web. Et donc, dans ces cas-là, ça peut poser problème en termes de disponibilité. Et si votre site web, il va gérer tout ce qui est marketplace, etc., si vous vendez des produits dessus, il y a une perte de chiffre d'affaires ou une dégradation de l'image de marque de l'entreprise qui va être de facto engendrée par l'indisponibilité de votre seule machine virtuelle qui héberge votre site web. C'est là qu'à gauche, on avait un utilisateur qui se connectait à un site web sur une seule VM. Et à droite, on va avoir un utilisateur qui va refaire la même chose en termes de résolution DNS. Il va avoir une IP, sauf que cette IP, elle va être portée par, dans notre cas, un Azure Load Balancer. Et cette IP publique, elle va vous permettre d'accéder à des ressources qu'on appelle des nœuds, qui sont dans un backend pool. Donc ici, on a un backend pool. Et ce backend pool, il va contenir plusieurs VM. Et si on a une VM qui tombe, qui contenait une copie de mon site web, les autres VM vont recevoir les requêtes des utilisateurs, ce qui va permettre à votre site web d'être de plus en plus disponible par rapport au nombre de requêtes qui lui sont envoyées. Donc concrètement, un load balancer, ça permet de répartir la charge entre plusieurs VM, entre plusieurs ressources Azure, parce qu'on verra qu'il n'y a pas que des VM, même si dans mon schéma, on voit VM, mais ça peut être des conteneurs, ça peut être des storage accounts, ça peut être des web apps, etc. Donc, un load balancer, lui, il répartit la charge. On verra que le load balancer, il peut être global, régional, etc. Mais la logique qui sous-tend tout ça, c'est d'avoir une haute disponibilité de nos ressources. Ici, l'Azure Load Balancer, il fonctionne sur la couche 4. On a des load balancers qui fonctionnent sur la couche 7. Si clairement, on a un site web qui est hébergé dans le backend pool, ça serait plus logique de partir sur ce qu'on appelle un application gateway ou un front door, qu'on verra à la prochaine session, plutôt qu'un Azure Load Balancer, tout simplement parce que l'app gateway et le front door fonctionnent sur la couche 7, donc sur les protocoles HTTP, HTTPS, et en plus de ça, ils vous permettent d'avoir un WAF, un Web Application Firewall, qui va protéger contre les attaquants de type hacker pirate qui vont faire du cross-scripting, de l'injection SQL, etc., etc. Une fois qu'on sait ça, on va revenir ici, dans ma petite mind map que vous connaissez maintenant, et je vais créer un nouveau topic. Aujourd'hui, on va parler de Load Balancer. Donc un Load Balancer, il y en a 4 dans Azure, pour la petite histoire. Donc le premier, c'est l'Azure Load Balancer, qu'on appelle affectueusement ALB. On a bien entendu
l'application Gateway, qui lui, on le verra la semaine prochaine, fonctionne sur la couche 7. On a là aussi, après l'application Gateway, le Traffic Manager, qui lui fonctionne sur le DNS. Et on a pour terminer, hop, le front door, qui lui, comme l'application fonctionne sur la couche 7, la seule différence entre l'application Gateway et le front door, enfin il y en a plusieurs, mais les grosses différences, c'est que le front door, lui, il est multi-région, quand l'application Gateway est mono-région, il est régional. Une fois qu'on sait ça, eh ben on va commencer par parler de l'Azure Load Balancer. Donc lui, je vous ai dit qu'il fonctionnait sur la couche 4. Donc l'Azure Load Balancer, concrètement, en fonctionnant sur la couche 4, il va vous permettre de gérer des protocoles de type TCP ou UDP directement. Comme c'est un Azure Load Balancer, comme il est géré par Microsoft, c'est un service qu'on appelle PaaS, bien entendu. Donc tout est managé par Microsoft. Et il va s'intégrer avec une ressource de type VM ou alors un VMSS, qui est un ensemble de VM qui sont scalés horizontalement. C'est-à-dire que quand il y a une montée en charge, on va dupliquer le nœud, donc dupliquer l'instance. Quand il y a une baisse de charge, on va supprimer des instances. Mais on verra aussi que maintenant, il peut baser dans le backend pool des redirections de flux de requêtes d'utilisateurs sur des conteneurs. Cet Azure Load Balancer, il faut aussi savoir qu'il peut être soit régional, et depuis quelques temps maintenant, il peut être global. Global, ça veut dire qu'il va être commun à plusieurs régions. Et quand il est global, il faudra que pour rediriger le flux dans une région particulière, on redirige le flux vers un Azure Load Balancer qui sera lui configuré en régional. Cet Azure Load Balancer, il faut savoir aussi qu'il peut être public ou internal. Donc public, ça veut dire qu'il a une vie publique qui lui est associée, et internal, vous vous en doutez, concrètement, ça veut dire qu'il a une IP privée associée. Il a de l'équilibrage de charge, mais aussi au niveau de la couche IPv6. Donc ça, c'est peu su, mais on a la prise en charge de l'IPv6 qui est disponible. Et comme c'est un load balancer couche 4, vous allez avoir des règles de routage qui vont être bien particulières. Alors, quelles sont ces règles de routage? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il peut baser la redirection de la requête basée sur ce qu'on appelle le hachage. Et là, le hachage, ça veut dire quoi en règle de routage? D'ailleurs, je vais mettre règle de routage. Hachage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, hachage. Ça veut dire que concrètement, quand il va recevoir une requête, pour les requêtes futures d'un même utilisateur, en fait, il va les renvoyer ces requêtes sur n'importe quel nœud disponible. Donc en gros, je me connecte une fois, j'arrive sur le nœud A, je me reconnecte, je vais arriver sur le nœud B, je me reconnecte, peut-être que je vais retourner sur le nœud A. Donc ça, c'est la première possibilité fournie par Microsoft. Deuxième possibilité comme règle de routage basée sur l'IP. Donc c'est ce qu'on appelle l'affinité d'IP source. Affinité d'IP source. Donc là, le principe, c'est un peu différent. C'est que quand je vais me connecter la première fois, il va vérifier mon adresse IP. Il va le rentrer d'une certaine façon dans une base de données. Et à chaque fois que je me reconnecterai au load balancer avec cette même adresse IP, il me renverra toujours vers le même nœud. Donc première fois, j'arrive, il récupère mon IP, il me renvoie vers le nœud A. Les autres fois où je viendrai avec la même IP, il me renverra toujours vers le même nœud qui est le nœud A. C'est ce qu'on appelle du 2 tuple. TUPLES. Autre possibilité en règle de routage, c'est cette fois non plus basé que sur l'IP source, mais sur aussi le protocole. IP source plus protocole. Donc là, c'est un peu le même principe que je viens de vous expliquer, sauf que vous l'avez compris, ça change légèrement. C'est-à-dire que quand on va arriver sur le load balancer, il va regarder le protocole que j'utilise, il va regarder l'IP source, et à chaque fois, il va me rediriger vers le même nœud. Et pour les prochaines connexions, il fera la même chose. Donc ça, c'est un point important. On a le hachage, l'affinité d'IP source et l'IP source plus le protocole pour rediriger les flux.
On gère le TCP et l'UDP et il fait l'équilibrage de charge, mais on verra aussi qu'il permet de faire ce qu'on appelle du SNAT. Hop. SNAT. Donc là, le principe, c'est que, et ça va être très utile pour plus tard, quand un de vos nœuds dans le backend pool a besoin de sortir sur Internet, vous savez que les nœuds, dans le schéma que je vous ai montré ici, les nœuds, à l'heure actuelle, ils sont accessibles depuis Internet, mais très bien, des fois, on peut avoir une VM qui a besoin de sortir sur Internet. Sauf que votre VM, le problème, c'est qu'elle n'a pas d'IP public, dans notre cas. C'est-à-dire que le load balancer, il a une IP publique, on le voit dans le schéma, mais vos nœuds, là, ils n'ont que des IP privés. Donc, comment sortir sur Internet? Eh ben, ils vont utiliser ce qu'on appelle le SNAT. Et donc, en fait, ce qui va porter la connexion distante depuis Azure vers Internet, ben, c'est tout simplement le load balancer, l'Azure Load Balancer dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est un point qui est quand même important. Et puis, comme tout load balancer qui se respecte, l'Azure Load Balancer, il va baser tout ça. Comme tout load balancer, il va se baser sur des sondes d'intégrité pour vérifier que les nœuds du backend pool sont bien up and running et sont bien prêts à recevoir des requêtes. Voilà un petit résumé très rapide de ce que fait l'Azure Load Balancer. Donc si on revient maintenant à un autre schéma, on voit ici que j'ai un public load balancer qui va rediriger les flux en provenance d'Internet sur le port 80 à des VM, on va dire des VM dans mon exemple Linux qui portent Apache et donc qui écoutent sur le port 80. Et ces VM vont travailler avec une base de données qui peut être dans le back-end ou un middleware, on s'en fiche. Alors sur le port 443, moi je dirais plutôt les Apache, ils travaillent sur du SQL en 433. Donc là, imaginez, on est sur du SQL pour dire qu'on a du Windows et du Linux en front-end et du Windows en back-end. Et donc automatiquement, on va avoir derrière mon load balancer public un load balancer internal privé qui lui n'aura qu'une IP privée et qui va permettre de récupérer les flux en provenance du backend pool du web tiers à destination du business tiers. Et en règle générale, les VM, là, vous voyez, elles peuvent faire partie de subnet d'un même VNet. Donc on va avoir un VNet qui va s'appeler production applicatif, A par exemple, qu'on va compartimenter en 3 subnets, le front-end, le middleware, le back-end, et dans chacun, on mettra un Azure Load Balancer. Voilà la logique qu'il y a derrière l'Azure Load Balancer. Alors, vous inquiétez pas, après, je vous ferai une démo. Ce qui est peu su par les clients, c'est que l'Azure Load Balancer, il vous propose aussi, dans la version Gateway, ici, de gérer la répartition de charges, mais non plus entre des back-end pools qui sont représentés par des VM, mais plutôt de gérer la répartition des charges entre des NVA, des Network Virtual Appliances, qui sont ni plus ni moins en général que des routeurs ou alors des firewalls. Et là où ça devient intéressant, c'est que si vous avez besoin d'une haute disponibilité de vos Network Virtual Appliances dans votre réseau, ça peut être des pare-feux, ça peut être utilisé pour de la protection des DOS, ça peut être utilisé pour de l'analyse de paquets, ça permet aussi de faire de la détection d'intrusion, etc. Bref, si vous avez des NVA, vous allez pouvoir utiliser l'Azure Load Balancer en mode Gateway pour pouvoir équilibrer la charge entre les différentes appliances virtuelles. Et donc les routes, en fait, vont être définies pour lorsqu'il y a une connexion, plutôt que de renvoyer au back-end pool final, on va plutôt renvoyer le trafic vers une NVA, ce qui va permettre de filtrer, d'une certaine façon, les flux qui transitent par la NVA pour pouvoir sortir sur Internet, pour pouvoir aller dans d'autres réseaux Azure qui sont raccordés au hub via ce qu'on appelle une topologie de type hub and spoke, donc du peering. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Gateway Load Balancer. Donc il va falloir dans ces cas-là configurer les règles de load balancing, les back-end pools. On va devoir configurer aussi l'interface, tunnel interface on appelle ça, et puis le front-end IP
basé sur le Gateway Load Balancer. C'est une fonctionnalité en plus de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que la prise en charge IPv6, le back-end pool, la sonde d'intégrité, le SNAT, bref, toutes ces technologies-là dont je vous ai parlé, en fait, il y a une version de l'Azure Load Balancer qui est en mode gateway, qui permet vraiment d'avoir une haute performance et une haute disponibilité dans des scénarios où vous voulez assurer une haute disponibilité de vos NVA, donc de vos routeurs et firewalls dans vos réseaux Azure. Tout à l'heure, je vous ai parlé du SNAT. Donc le SNAT, pour rappel, c'est ce qui vous permet vraiment d'avoir une adresse IP publique basée sur l'Azure Load Balancer pour sortir depuis Azure, depuis mes backend pools. Donc concrètement, le SNAT, ça se traduit par quoi? Ça se traduit dans ce schéma-là par le fait que si j'ai une VM, alors cette VM, on va dire qu'elle est dans le... On va utiliser le web tiers. Si j'ai cette VM-là qui veut sortir sur Internet, comme elle n'a qu'une IP privée, cette VM-là, et en passant par le SNAT, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser l'IP public du load balancer via un port qu'on appelle port éphémère, pour la petite histoire. Éphémère. Bon, on va dire que ça s'écrit comme ça, désolé pour l'écriture. Et donc ce port éphémère va permettre d'accéder à distance à une ressource publique en passant par l'IP public du load balancer. Et ça va être très pratique parce que Microsoft a annoncé en septembre 2025 de mémoire, pour rappel, la fin des adresses IP publiques que moi j'appelle shadow, c'est-à-dire la fin des adresses IP publiques qui sont automatiquement attribuées à une VM quand celle-ci n'a pas d'IP publique, quand elle a besoin de sortir sur Internet. Et concrètement, parmi toutes les possibilités qu'il y a, on a l'Azure Load Balancer. Alex, je le vois venir, il va me dire, il y a aussi Aviatrix, et il a tout à fait raison, l'entreprise pour laquelle il travaille qui permet de le faire. Mais concrètement, vous êtes dans une logique avec l'Azure Load Balancer. Quand vous avez déjà un Azure Load Balancer, il n'y a pas de raison d'utiliser une NVA pour sortir. Il n'y a pas de raison d'attribuer une IP publique à vos nœuds dans le backend pool. On va passer par l'IP publique de l'Azure Load Balancer et par le port éphémère qui nous propose d'utiliser pour faire au final du SNAT. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. On continue mon explication par le fait que je vous ai dit tout à l'heure que l'Azure Load Balancer, il était soit global, soit régional. Et vous le savez sans doute, depuis le temps que vous vous intéressez à Azure, en tout cas via mon intermédiaire, mais quand on a une région, on a bien souvent au sein de cette région 3 zones de disponibilité qu'on appelle des AZ, des Availability Zones. Et ces AZ, c'est ni plus ni moins que des data centers qui sont séparés physiquement, en général de plusieurs kilomètres, pour éviter que s'il y a un incendie dans un data center, ça ne se propage pas par exemple aux autres data centers, pour éviter aussi que la redondance réseau fasse que si on met un coup de pelleteuse sur l'arrivée réseau d'un data center, ça n'implique pas que tous les autres data centers n'ont plus de réseau. S'il y a une rupture de la normalité dans un data center, vu que les autres data centers sont à plusieurs kilomètres de distance, ça ne devrait pas les impacter. Donc on a des zones de disponibilité. Dans chaque zone de disponibilité, en général, vous avez au minimum un data center et jusqu'à 3, 4 ou plus data centers disponibles. Le truc, c'est que quand vous allez créer un Azure Load Balancer, vous allez soit pouvoir le dédier à une zone, et dans ces cas-là, il va couvrir les VM en termes de redondance et de répartition de charge de cette zone. C'est ce qu'on appelle du zonal. Donc en gros, je vais l'attribuer mon Azure Load Balancer à la zone 1 et il va pouvoir répartir les flux entre toutes les VM qui ont été créées dans la zone 1. Première possibilité. Ou deuxième possibilité, on va, lorsque l'Azure Load Balancer, encore une fois, est défini en mode régional, on va lui dire, ok, mon coco, ce que tu fais, c'est que tu vas être commun à plusieurs zones. Donc, il va être ce qu'on appelle zone redondant. Et quand tu reçois une requête, tu vas rediriger la requête entre les différentes VM des différentes zones. Tout ça dans la règle de hachage ou basé sur l'IP ou basé sur l'IP et le protocole. Voilà ce que c'est concrètement
le fait d'avoir de la redondance interzone de l'Azure Load Balancer. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais vous faire une petite démo de l'Azure Load Balancer. Je ne vais pas vous faire que de la théorie, mais il faut bien avoir tout ça en tête quand on attaque le load balancing dans Azure. Ensuite, ce qu'on vous dit dans ce tableau, c'est que vous avez un load balancer qui peut être soit basique, soit standard. Alors, ce tableau, il est utile, mais il faut savoir que la version basique est dépréciée par Microsoft. Donc, bien entendu, dépréciée veut dire que bientôt, elle n'existera plus. Ça va avoir un impact chez nos clients parce que concrètement, la version basique, elle était gratuite. Mais, comme elle était gratuite, il n'y avait pas de SLA. Ce qui est souvent le cas dans un service gratuit de Microsoft. Et donc, concrètement, ce n'était pas forcément pour de la prod. Qui dit pas pour de la prod, dit que quand même nos clients l'utilisent aussi pour de la prod, on va pas se mentir. Mais quoi qu'il arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne payez pas le load balancer, mais vous payez dans la version basique, bien entendu, les nœuds, donc les VM, les VMSS, etc., etc. À partir de là, on se retrouve dans une logique qui est de dire, dans la version basique, j'ai jusqu'à 300 IP dans les back-end pools. Je peux gérer les protocoles TCP et HTTP pour la sonde d'intégrité. Je ne peux pas gérer la redondance interzone ni le zonal. Et surtout, tout est ouvert par défaut dans la version basique, c'est-à-dire que tous les flux sont autorisés sur l'IP public parce que c'est une IP publique qu'on appelle basique. Alors que dans la version standard, j'ai jusqu'à 5000 instances. Je peux gérer l'HTTPS en protocole, je gère le zone redondant, le zonal. Et surtout, il faut savoir que par défaut, tant qu'il n'y a pas de NSG qui définit les flux, tout est fermé. Donc ça, c'est aussi très important. La version standard est beaucoup plus sécurisée. Dans la version basique, que vous ayez un NSG ou pas au début, en tout cas, s'il n'y a pas de NSG, il ouvre tout. Dans la version standard, il ferme tout et c'est le NSG qui va définir ce qui peut passer. Et puis dans la version standard, vous avez un SLA de 99,99. Donc ça, c'est un point important. On va parler vraiment du SNAT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le SNAT, vous allez utiliser un port éphémère pour une VM donnée. Ça va passer pour tout ce qui est trafic sortant par l'IP publique de l'Azure Load Balancer. Donc il faut bien entendu qu'il ait une IP publique. Mais sachez aussi que vous pouvez gérer le timeout pour les requêtes, qui est par défaut de 4 minutes. Et vous pouvez aussi gérer un ensemble d'IP publics qu'on appelle des préfixes IP pour pouvoir sortir sur Internet. Donc vous pouvez réserver jusqu'à 16 adresses IP publiques auprès de Microsoft pour que quand vos VM sortent sur Internet, elles puissent en bénéficier. Une fois qu'on sait ça, regardez, on va aller voir directement. Ici, j'ai créé dans le portail Azure une VM qui s'appelle W2K19 en North Europe. Elle est là, ma VM. Vous voyez, elle est juste ici et elle est en North Europe. Et ce que je vais m'amuser à faire avec vous, c'est de créer un load balancer, un Azure Load Balancer. Vous voyez, on a bien les 4 load balancers dont je vous parlais en introduction à disposition. Moi, ce qui va m'intéresser pour la première partie de cette session, c'est l'Azure Load Balancer. Donc l'Azure Load Balancer, on définit un groupe de ressources, on définit son nom, qui n'est pas associé à un nom de domaine, donc ce n'est pas un souci. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler ALB, comme Azure Load Balancer. Je vais le mettre en North Europe. Pourquoi? Parce que ma VM est en North Europe, et donc il ne peut gérer que des VM en mode régional qui sont dans la même région que lui. Et là, vous voyez, on a soit la version standard, soit la version gateway pour la répartition de charges entre des NVA, soit la version basique qui est gratuite. Et on voit que quand il est en internal, je n'ai pas accès à la version qu'on appelle globale. Ou dans la version globale, qui est disponible d'ailleurs que sur certaines régions et pas France Centre, vous allez pouvoir avoir un Azure Load Balancer global qui va rediriger les flux sur des Azure Load Balancers régionaux. Donc regardez, tout est bien expliqué ici. Je vous ai préparé le petit lien qui va bien. On a l'Azure Load Balancer en mode global, qui est dans une région A, qui va répartir les flux sur des public load balancers qui sont dans d'autres régions du globe. Il y a certaines limitations sur le cross-région. Donc, c'est ce qu'on appelle le home région, c'est-à-dire que quand vous allez le créer, il doit faire partie de ces régions-là.
le cross-région, donc le global. Donc vous voyez, il y a North Europe, mais il n'y a pas France-Centre. Et puis après, quand vos utilisateurs ils voudront se connecter, eh ben, ils pourront se connecter à différentes régions, on va dire les régions enfants, qui sont listées ici. Donc je vous envoie le lien directement dans le chat. Autre point intéressant sur l'Azure Load Balancer, quand je le passe en mode public, je vais pouvoir choisir le global. Alors que quand je le passe en mode internal, il est régional et il sera qu'à une seule région, il aura une IP privée. Donc moi, je vais choisir de créer un load balancer standard public régional, dans mon cas. Je n'ai pas besoin de global, multi-région. Ici, la première chose, c'est que je vais lui donner une IP publique ou un ensemble d'IP publiques, puisque je vous ai dit qu'il pouvait porter jusqu'à 16 IP publiques au travers de préfixes IP. Donc je vais l'appeler public IP Azure Load Balancer. Cette public IP, eh ben, je vais la créer sous forme d'IP public. Et là, vous le voyez, regardez tout en bas. C'est là où je vais définir qu'il est soit zone redondant, mon load balancer, soit il est dédié à une zone, soit il ne fait partie d'aucune zone. Donc moi, je vais le mettre en zone redondant. Pourquoi pas, dans mon exemple. Et puis, si je voulais le passer en gateway load balancer, l'associer mon load balancer actuel à un gateway load balancer, et ben là, je le choisirais, mon gateway load balancer. Rappelez-vous, c'était dans la première étape que je pouvais définir un gateway load balancer. Donc là, j'ai défini son IP public. Maintenant, je vais travailler sur son backend pool. Et donc, dans son backend pool, je vais aller choisir un backend pool que je vais nommer front-end, par exemple. Et dans ce backend pool, je vais aller récupérer les NIC de VM qui seraient par exemple dans ce VNet prod en North Europe. Ou alors, si je connais les IP, je peux aussi les spécifier ici. Et donc ici, vous allez avoir soit des VM dans le backend pool, soit des VM Essence que vous allez pouvoir définir dans le backend pool. Donc en gros, ils vont pouvoir recevoir les requêtes de vos utilisateurs, ces différents nœuds, directement dans l'Azure Load Balancer, depuis l'Azure Load Balancer vers votre backend pool. Je vais y arriver. Donc c'est facultatif, là j'en crée pas. Ici, on va parler alors des inbound rules. Alors ça, c'est important. Concrètement, c'est quoi les inbound rules? Alors d'abord, vous avez ce qu'on appelle les load balancing rules. Là, le principe, c'est quoi? C'est que au travers d'une sonde d'intégrité, vous allez tester la viabilité de tous les nœuds d'un backend pool. Et le truc, c'est que depuis une IP, l'IP publique de votre Azure Load Balancer, quand elle va recevoir des requêtes, elle va pouvoir rediriger les requêtes vers ces nœuds. Et donc, le principe de Load Balancing Rule, c'est que vous allez définir dans une interface, au travers de l'IP publique de l'Azure Load Balancer, vers quel backend pool je redirige les flux, sur quel protocole, sur quel port, donc sur quel port public j'écoute et sur quel port je renvoie le flux. Donc je peux faire de la translation de port, c'est-à-dire que je peux arriver sur le port 80 et rediriger vers du 443, si derrière mes certificats sont bons, et inversement. La sonde d'intégrité, donc la sonde d'intégrité, elle va vous permettre soit en TCP, soit en HTTP, soit en HTTPS, puisque je suis en standard, de checker que les nœuds sont up and running. Par exemple, là, je vais checker le port 80 toutes les 5 secondes. Et si effectivement le nœud ne répond pas, au bout d'un moment, je vais sortir ce nœud. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de baser sur le hachage, l'IP ou l'IP, le protocole pour la méthode de routage. C'est là où on va le définir. Et puis, on le verra après, mais on parlera aussi du SNAT qu'on va configurer juste après. Donc ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, c'est la inbound NAT rule. Alors là, le principe, c'est si vous voulez, imaginez, vous avez un load balancer avec 4 nœuds qui écoutent sur le port 80. Ces 4 nœuds, c'est de l'Apache, mais vous voulez, via l'IP public du load balancer, pouvoir accéder au port 22 de vos backend pools, donc de vos nœuds, pour pouvoir les administrer. Et en gros, vous allez créer ce qu'on appelle une règle inbound NAT, où vous allez dire, si je veux me connecter sur ton IP public, monsieur l'Azure Load Balancer, sur le port 22, alors tu vas me rediriger sur tel VM. Si je veux me connecter sur ton IP public sur le port 23, alors tu vas me rediriger sur tel autre VM, etc., etc., etc.
Voilà le principe, c'est que sur un port spécifique d'une IP spécifique, vous allez pouvoir accéder à tel nœud plutôt que tel autre. Et enfin, on voit qu'on peut configurer ce qu'on appelle le Outbound Rules. Le principe du Outbound Rules, c'est quoi? C'est le SNAT, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez configurer une règle qui va permettre à un nœud qui n'a pas d'IP public d'utiliser l'IP public du load balancer pour sortir sur Internet en fonction du protocole, etc. Et puis pour les ports, l'allocation des ports, les fameux ports éphémères, soit vous dites à Azure de choisir le port pour vous, soit vous pouvez manuellement choisir les ports. On va passer au Traffic Manager. Allez, le Traffic Manager, je l'ai défini ici, c'est parti. Donc lui d'abord, il fonctionne sur la couche DNS. Ce qui veut dire que quand un utilisateur va vouloir se connecter à votre site web et que ce site web sera derrière le Traffic Manager, en fait, il va falloir créer un enregistrement qu'on appelle CNAME pour dire que quand je tape tel nom de domaine, c'est redirigé vers le nom de domaine du Traffic Manager qui lui-même va vous renvoyer vers le bon endpoint en fonction de la méthode de routage que vous aurez définie. Donc le Traffic Manager, il a 6 méthodes de routage. Alors, il a basé sur la priorité, on va le voir ensemble. Il a basé sur la performance, donc la latence. Il a une méthode de routage basée sur le poids. Une méthode de routage basée sur la géographie. Il a une méthode de routage basée sur plusieurs méthodes de routage, la conjonction. Et il a une méthode de routage basée sur l'espace d'adressage source. Donc, je crois qu'ils appellent ça subnet. Voilà. Donc, vous avez 6 méthodes multiples. Vous avez 6 méthodes de routage possibles de mémoire. On va regarder ça, mais je crois que c'est ça. Et donc, au début, quand vous créez le service, il va associer au service un nom de domaine en trafficmanager.net. Trafficmanager.net. Voilà comment ça marche, concrètement. Une fois qu'on sait ça, Traffic Manager, lui, il a plusieurs méthodes de routage et il a des endpoints. Et ces endpoints, alors ça, j'en ai pas parlé, mais ils peuvent être des endpoints publics ou privés. Et les endpoints, c'est des régions Azure ou des services dans des régions Azure, concrètement. Et donc, vous avez, comme pour l'Azure Load Balancer, une notion de sonde d'intégrité, else probe. On va checker que les endpoints sont bien up and running dans chaque région avant de rediriger les requêtes des utilisateurs. Ici, on a un Traffic Manager avec 2 endpoints. Un endpoint qui est basé sur une web app qui est en Est-US et un autre endpoint qui est basé sur une web app qui est en West Europe. Et donc ici, on a un nom de domaine en trafficmanager.net. Ce nom de domaine, il a été rajouté en tant que CNAME sur un nom de domaine public type contoso.com. Et donc, vous l'avez compris, ça fonctionne sur la couche DNS, le Traffic Manager. Au niveau de son fonctionnement, je trouve que ici c'est plutôt pas mal, comme c'est expliqué. Donc là, regardez, j'essaie d'agrandir un peu plus. On a toutes les étapes qui sont proposées. Donc, à ma gauche, j'ai l'utilisateur. Au début, il va se connecter à son serveur DNS qu'on appelle récursif, qui va, lui, envoyer la requête à un serveur DNS qui fait autorité. Ce serveur DNS qui fait autorité, il va lui dire « Hey, je cherche à accéder à contoso.com ». Et ce que va lui répondre son serveur DNS, pour accéder à contoso.com, il faut que tu accèdes à un nom de domaine qui s'appelle contoso.trafficmanager.net. Donc ça, c'est ce qu'il va lui répondre. Ensuite, on va se connecter à mon Traffic Manager. Là, une fois qu'on est connecté, le Traffic Manager, suivant sa méthode de routage, il va dire « Ok, ce que tu cherches, c'est tel service dans telle région ». C'est ce qui va renvoyer au DNS, qui va renvoyer à l'utilisateur. Et donc, l'utilisateur, il va pouvoir se connecter
au service directement. Donc vous l'avez compris, c'est un traffic manager, c'est un load balancer qui fonctionne sur le protocole DNS, mais qui en plus de ça vous permet d'accéder à une ressource basée sur des méthodes de routage. Ces méthodes de routage, il y en a plusieurs, on va en voir quelques-unes. Donc la première méthode de routage, c'est basé sur ce qu'on appelle la priorité. Alors j'ai une question dans le chat qui est très juste, Sauvet21, c'est quoi l'avantage d'un load balancer sur un traffic manager? Très bonne question. Et bien en fait, le premier avantage, c'est sur les méthodes de routage. Par exemple, tu n'as pas de méthode de routage basée sur la priorité pour l'Azure Load Balancer. Ça n'existe pas. Tu n'as pas de méthode de routage basée sur la géographie de l'utilisateur, ni sur le poids des ressources qui sont dans le backend pool, ni sur la latence. Tu vois, donc typiquement, tu vas choisir le traffic manager quand tu as un site web qui est global, multi-région par exemple, et qui a besoin, pour des raisons de conformité réglementaire, qu'un utilisateur aux États-Unis, il accède à une ressource aux États-Unis. Voilà un peu, pour répondre à ta question, l'avantage du traffic manager. Donc je vais vous parler des différentes méthodes de routage. La première méthode, c'est une méthode basée sur la priorité. Donc le principe de cette méthode-là, qui est très intéressante et très simple à comprendre, c'est que vous allez dire qu'un endpoint, il a une priorité 1. Ce qui veut dire que par défaut, toute requête qui arrive sur le traffic manager sera renvoyée sur le endpoint ayant la priorité 1. Les endpoints ayant la priorité 2 et 3 ne seront jamais sollicités par le traffic manager, sauf si le endpoint avec la priorité 1 tombe. Si mon site web tombe en priorité 1, il va aller regarder la table, il va dire OK, après la 1, c'est le endpoint qui est en priorité 2, le voici, et donc il va rediriger les requêtes des utilisateurs sur le deuxième site web. Et si celui-là tombe, eh ben, il va rebelote, aller sur la priorité 3, il va rediriger toutes les requêtes sur le troisième site, qui est représenté par une web app. Donc ça, c'est première méthode de routage basée sur la priorité. Deuxième méthode de routage basée sur le poids. Donc là, le principe, c'est que vous allez définir un poids qui peut être d'ailleurs égal entre deux sites web. Et par défaut, quand on a deux sites web, donc deux web apps, dans deux endpoints, dans deux régions par exemple, qui ont le même poids, eh ben, il va rediriger les flux indifféremment sur l'une ou sur l'autre, puisqu'elles ont le même poids pour lui. Et le truc, c'est que si demain, j'ai un des deux sites web dans mon exemple, une des deux web apps dans deux endpoints différents qui tombent, eh ben, il va essayer de rediriger les futures requêtes sur le endpoint avec le poids 50, mais aussi sur celui qui a le poids numéro 5. Voilà le principe de la répartition basée sur le poids que vous allez définir. Donc en général, un poids, c'est une ressource, et cette ressource, plus elle a de CPU et de RAM, meilleur son poids sera à vos yeux, puisque plus elle sera en capacité d'absorber la charge. Alors, existe-t-il SVP des TP AutoGuide sur Azure, pas que réseau, mais aussi pour les certifications AZ900 et AZ104, hormis les TP de chaque fin de module sur Microsoft Learn? Si oui, quels sont les liens? Alors oui, ça existe, et c'est GitHub. En fait, sur GitHub, regarde, tu tapes GitHub, tu vas sur AZ 700. Donc par exemple, ça c'est ce que j'avais dit le premier jour. Tu tapes AZ700 et là tu vas avoir des labs. Donc par exemple en anglais, mais tu as plein de langues. Tu vas avoir des labs qui sont dédiés à la Z700. Et ces labs, c'est pas ceux que tu retrouves dans Microsoft Learn. Et c'est gratuit. Voilà. Et donc par exemple là, on est au 4e module sur les load balancers. Et ben, tu vas avoir des labs associés. Donc si je vais dans instructions, je vais aller dans exercice, lab 4. Et là, il va me faire créer un Azure Load Balancer. Et là, il va me faire créer un Traffic Manager. Ce qu'on est en train de voir ensemble. Donc faites les labs. C'est important, messieurs, dames, les labs. Comme ça vous donnera plus de facilité pour avoir la-certif. Ici, vous avez les labs. Donc le lab 6 pour Traffic Manager. Le lab 4 pour l'Azure Load Balancer. Vous voyez, unit 6, unit 4.
pour le module 4 qu'on est en train de faire ensemble. Donc voilà, là vous avez tout pour le coup. C'est juste ici. Et c'est gratuit. Et c'est pas comme Microsoft Learn. C'est en plus de Microsoft Learn. Ça va vous faire vachement bien monter en compétences parce que ces labs sont hyper précis. Quand j'étais formateur chez Microsoft, croyez-moi, on les utilisait tous les jours et franchement, ils sont plutôt pas mal. Allez, je continue parce qu'on va prendre du retard. Et n'oubliez pas qu'après, il y a le McDo avec mon fils. On a vu le poids, on a vu la priorité. Cette fois, on va baser la requête de l'utilisateur sur la latence. Et donc, quelque part, sur la performance. Donc, il y a une table globale de latence qui est gérée par Microsoft qui va permettre de savoir que si votre IP s'étend, eh ben, elle va aller plus rapidement en North-Europe parce qu'il y a des chances que vous soyez à Dublin, Amsterdam ou en France-Centre. Et donc, on va vous rapprocher d'une région européenne plutôt que d'une région liée aux États-Unis. Donc, ça marche bien jusqu'à ce qu'on utilise un VPN, par exemple. Si on utilise un VPN, on va avoir une IP qui est dans une autre région et donc la latence peut augmenter. Donc, moralité, la redirection, donc la méthode de routage basée sur la latence peut être une solution dans notre cas. Et donc, la latence va permettre, en termes de bons BOND réseau, d'accéder à une ressource la plus proche possible de notre région et de l'utilisateur, pardon. Pour les priorités, pas de répartition de charge. Non, il n'y a pas de répartition de charge. Il va prendre priorité 1 et il va renvoyer tout vers la priorité 1. Si tu veux la répartition de charge, tu vas te baser sur le poids, par exemple. Donc, on a vu la priorité, le poids, la performance. Une autre que je voulais vous montrer, c'est basé sur la géographie. Donc là, le principe, c'est que quand un utilisateur se connecte, il se connecte à partir d'une IP publique. Cette IP publique, elle fait partie d'un pool d'adresses IP publiques qui est associé à un pays. Vous le savez, hein, sur Internet, la France a un pool d'adresses IP publiques pour ses Français. Aux États-Unis, il y a un pool d'adresses IP publiques pour les Américains, blablabla. Et donc, en gros, basé sur votre IP de provenance, il va vous rediriger vers telle région plutôt que telle autre. Donc là, c'est plutôt pratique si vous êtes dans une logique de dire, bah moi, je veux que les utilisateurs allemands soient redirigés uniquement vers des data centers Microsoft qui sont en Allemagne, pour des raisons, par exemple, de conformité réglementaire, ou même pour des raisons de performance, tout simplement. Mais vous le voyez, la géographie ne prend pas en compte la latence réseau. Ça prend plutôt en compte la région de provenance de l'utilisateur. Une fois qu'on a vu tout ça, je dirais qu'on a vu pas mal de choses. Il faut savoir, donc, comme je vous l'ai dit, que vous avez des endpoints qui peuvent être Azure dans le Traffic Manager. Donc, ça peut être une web app, ça peut être une IP publique. Les endpoints, ça peut être aussi un not load balancer, on le verra plus tard. Les endpoints, ils peuvent être external. Et donc, quand ils sont external, messieurs, dames, ça veut dire que c'est basé sur le FQDN. Donc, si vous avez dans votre data center on-premise, cloud privé, une adresse IP publique basée sur un service, moi j'avais déployé pour un client à l'époque pour de l'ADFS, et concrètement, vous allez pouvoir utiliser un external endpoint. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les nested endpoints, où là, vous allez pouvoir combiner des endpoints pour faire le flux. Par exemple, comme c'est affiché ici, alors c'est tout petit, je pense que vous voyez très peu, mais en gros, vous allez pouvoir au début créer une règle de routage basée sur la performance, donc la latence, et une fois qu'on a choisi la performance, une fois qu'on est arrivé sur plusieurs endpoints d'une même région, on va pouvoir baser la suite de la requête, par exemple, sur la priorité. Ce qui va permettre d'embriquer les méthodes de routage, d'avoir je redirige vers telle région, puisque la latence fait qu'il doit aller en North Europe, mais en North Europe, j'ai plusieurs endpoints, et je vais privilégier un endpoint basé sur la priorité pour récupérer mes utilisateurs. Alors, effectivement, j'ai une question de Seb le Pingouin. Là, si je comprends bien, Traffic Manager permet de rediriger directement sur la ressource cible, pas de SNAT ou Target Pool comme les solutions précédentes. Tu as très bien compris. En fait, Traffic Manager, lui, va te renvoyer la ressource la plus proche pour toi, par exemple, donc un endpoint public
que ça soit à base de cloud privé avec un FQDN ou un service Azure. Donc il va renvoyer soit par rapport au endpoint le plus proche de toi en termes de performance, donc de bon réseau, de latence, en termes de géographie, en termes de priorité, etc. Et après, pour les prochaines requêtes, tu passeras par lui pour la résolution DNS. Mais la première fois, il trouve la bonne ressource et il te renvoie directement l'adresse IP de la bonne ressource. Donc, dans Azure, vous tapez Traffic Manager. Là, on va créer un Traffic Manager Profile. En fait, c'est une méthode de routage basée sur un nom de domaine, tout simplement. Donc là, je fais un Create Traffic Manager Profile. Le nom doit être unique puisque vous le voyez à droite, il me crée un nom de domaine associé. Donc minuscule, etc. Mettez pas des caractères de ponctuation. Donc je vais l'appeler Traffic Manager PP Demo. A priori, le nom de domaine n'est pas pris. Je choisis une des méthodes de routage dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai parlé de ces quatre-là. Je vous ai aussi parlé de subnet et multivalue pour les combiner. Donc moi, je vais baser sur la performance, pourquoi pas. Je choisis le groupe de ressources. Et là, automatiquement, il me crée un traffic manager qui va être en West Europe. Alors, il est multi-région, mais il va prendre la région du groupe de ressources dans lequel il est créé. Une fois que j'ai fait ça, Azure va me créer un nom de domaine que je devrais mettre en tant que CNAME dans les enregistrements DNS des sites web, par exemple, qui devront passer par le Traffic Manager. Et une fois que mon Traffic Manager Profile est créé, voilà, il est créé, je vais pouvoir configurer, alors d'abord les endpoints, juste ici. Donc là, je vais lui dire, le endpoint, c'est du Azure. Quels sont les types de services qui sont gérés? Des cloud services, des app services, des public IP, vous voyez, en target, ici. Ensuite, tout simplement, je vais pouvoir configurer ici ou reconfigurer la méthode de routage. Quel centre d'intégrité je vais utiliser? Est-ce que c'est du HTTP, du HTTPS ou du TCP? Sur quel port? Sur quel chemin? Les règles qui vont faire que au bout de, par exemple, 3 failures sur un endpoint, je sors le endpoint en tant que endpoint disponible pour mes utilisateurs. Ici, je vais avoir une visu sur le trafic qui transite, ainsi que la latence, etc. au travers de mes différents endpoints. Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, n'oubliez pas, comme j'ai un nom de domaine qui est associé ici, il va falloir que je le rajoute, ce nom de domaine, en tant que CNAME sur les noms de domaine qui vont être gérés par le Traffic Manager. Et enfin, dans Endpoint, on va retrouver mes fameux endpoints dont je vous parlais, Azure Endpoint, External Endpoint. Là, il va me demander un FQDN public. Et puis, bien entendu, le Nested Endpoint qui va combiner les endpoints pour faire le flux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Traffic Manager qui fonctionne sur la couche DNS. Pour terminer, je vais commencer à vous parler, parce que là, on est sur la fin, de cet arbre de décision. Alors, je vais en parler très succinctement parce qu'il va aborder des concepts qu'on n'a pas encore vus, comme front door et application gateway. Mais pour faire simple, ici, j'ai des questions à me poser. Est-ce que mon site web, est-ce que d'abord mon application, c'est une application web? Si ce n'est pas une application web, alors est-ce qu'elle va avoir une IP publique? Si elle n'a pas d'IP publique, alors je passe par l'Azure Load Balancer en mode privé. C'est logique, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Si par contre mon application qui n'est pas web a une IP publique, alors est-ce que cette application, elle doit être disponible dans plusieurs régions? Si c'est le cas, alors je vais passer par un Traffic Manager qui va rediriger les requêtes vers des Azure Load Balancer comme endpoint. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire les deux. N'oubliez pas que le Traffic Manager, il gère que des endpoints publics. Donc ça veut dire que si vous voulez rediriger vers telle zone de disponibilité la requête de l'utilisateur, il va falloir parler à un public Azure Load Balancer qui, lui, va gérer les AZ en termes de répartition de charge. Donc on le voit, on a
soit la possibilité d'avoir une application web. Si elle n'est pas web au début, si elle a un besoin d'avoir une portée publique ou une portée privée, on choisira plutôt un Azure Load Balancer en mode privé ou un Traffic Manager public qui redirigera les flux vers un Azure Load Balancer public pour la répartition de charges entre les différentes zones de disponibilité. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette nouvelle session Twitch dédiée à la Z700. Aujourd'hui, on a parlé dans le module 4 des load balancers non HTTPS, c'est-à-dire qui fonctionnent soit sur la couche 4 avec l'Azure Load Balancer ou sur le protocole DNS avec Traffic Manager. On a vu aussi par exemple que l'Azure Load Balancer pouvait être public ou interne avec une IP publique ou une IP privée, que Traffic Manager, comme il fonctionne sur le protocole DNS, il a un nom de domaine mais il est global. On a vu aussi que l'Azure Load Balancer d'ailleurs pouvait être global et qui pouvait même être placé en tant que gateway pour pouvoir gérer ce qu'on appelle des NVA, des Network Virtual Appliance. On a parlé aussi de méthodes de routage basées sur la performance, basées sur la géographie, basées sur la priorité, le poids. On a parlé aussi de hachage, d'IP, de protocoles, etc. Et de SNAT, qui va être un enjeu pour les entreprises en 2025, puisque vous pourrez, dans le cadre de nœuds qui sont derrière un Azure Load Balancer, se servir de l'IP public de l'Azure Load Balancer pour sortir sur Internet. J'espère que cette session vous a plu. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde!